Bienvenue dans le cadre de votre espace d'échange la voix de l'environnement face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour le docteur Rosalie Matondo, elle est ministre de l'économie forestière de la République du Congo. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Cela fait des années que la République du Congo est engagée dans le domaine de la préservation de la forêt et de la faune. Alors, c'est quoi la genèse de cette politique conduite dans votre pays et dont aujourd'hui vous avez la charge? Merci infiniment, Raoul. Je voudrais dire aussi que vous accompagnez ce processus depuis longtemps et dire que le Congo s'est engagé dans le cadre de la gestion durable de ses forêts depuis des dizaines d'années. Je me rappelle, je prends toujours comme exemple la première concession forestière en République du Congo avec le premier code forestier. C'est en 1972 et depuis là, à ce jour, nous exploitons toujours 1 500 000 mètres cubes. C'est-à-dire que nous n'avons pas augmenté notre production du bois dans les concessions forestières. C'est pour dire l'engagement politique pris par les plus hautes autorités de notre pays pour faire de la gestion durable des écosystèmes forestiers un engagement fort. Ensuite, nous avons eu le Code forestier 2016-2000. Et là également, le Congo s'est engagé à faire de l'aménagement forestier et de la certification forestière une priorité. C'est ainsi que dans toutes les concessions forestières, nous avons imposé des plans d'aménagement. Nous avons imposé également à nos concessionnaires d'avoir des unités de transformation et nous avons imposé une exploitation à faible impact avec seulement un arbre exploité par hectare. Deuxième engagement que je peux évoquer ici, c'est le fait que le Congo s'est engagé à affecter une grande partie de son territoire à la conservation de la biodiversité. Donc aujourd'hui, nous sommes à 13% de notre territoire affecté aux aires protégées et nous allons bientôt, le gouvernement va bientôt statuer sur la création de la première aire marine protégée du Congo. Donc là aussi, ça montre l'engagement politique de notre pays. Troisième volet que je voudrais évoquer avec vous, c'est le reboisement. Le Congo a déjà une longue expérience depuis des années 50 où nous avons pour la première fois au monde fait le bouturage de l'eucalyptus avec l'aide de la recherche scientifique et ce qui a permis au Congo d'avoir une longue expérience en matière de techniques sylvicoles pour la mise en place des plantations forestières et agroforestières. Donc le troisième volet de l'engagement politique du Congo, c'est le fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé un grand programme national d'afforestation et de reboisement qui a l'ambition de faire 1 million d'hectares de plantations forestières, agroforestières. Aujourd'hui, avec les enjeux actuels de lutte contre les changements climatiques, nous avons des partenaires parce que 70% de ce programme est dédié aux partenaires privés. Et donc nous avons des privés aujourd'hui qui viennent investir au Congo pour la mise en place des grandes plantations, comme on appelle des plantations industrielles à grande échelle dans notre pays. Voilà, je ne prends que ça, les trois grands volets. À l'intérieur de ces volets, nous avons la gouvernance forestière, nous avons la traçabilité du bois, nous avons le respect de la légalité avec les accords que nous signons avec nos partenaires de développement et nos partenaires techniques. Madame la ministre, vous avez fait allusion au programme d'afforestation et de reboisement, le PRONA, que vous avez vu naître, car vous avez été la première coordonnatrice de ce projet. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de la mise en œuvre de ce projet? Nous sommes très heureux de voir que c'est pourquoi je parlais de l'expérience du Congo. Nous avons une grande expérience en matière de sylviculture et donc aujourd'hui, si vous venez visiter
les premières plantations mises en place et des grandes forêts. Et nous sommes étonnés, même dans une des communautés, on nous a demandé d'en faire une réserve de biosphère parce qu'il y a eu colonisation des animaux dans ces forêts. Et nous avons aussi impliqué les communautés locales dans un de nos massifs forestiers à faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire la culture du manioc et la production du miel. Nous avons été surpris dans le massif qui se trouve à peu près à 60 km de Brazzaville. Nous avons été surpris par la colonisation de ces plantations par des chenilles. Vous savez que chez nous, les chenilles sont beaucoup consommées. Et donc, nous avons eu cette agréable surprise de voir la colonisation des chenilles et les populations sont venues ramasser, récolter les chenilles pour les vendre jusqu'à se fatiguer. Donc, c'est pour vous dire, parfois, il y a des choses que nous les scientifiques, on peut connaître, mais il y a d'autres choses que la nature nous apprend. Et donc là, la nature nous apprend beaucoup de ces plantations. Donc le bilan, il est positif. Je voudrais aussi vous évoquer, nous avons des partenaires qui viennent aujourd'hui dans le cadre du PRONA. Nous avons eu le contrat avec Total Énergie qui a un bail amphithéotique avec la République du Congo pour la mise en place de 40 000 hectares de plantations forestières et agroforestières pour la séquestration du carbone. Donc c'est pour consommer, c'est pour compenser, je voulais dire, leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de leurs activités d'exploitation pétrolière. Nous avons également Renco qui va signer aussi un bail avec nous, qui va aussi valoriser des terres de la zone de Ngabé dans le cadre de la mise en place aussi des plantations pour les crédits carbone. Nous avons pas mal d'exemples aujourd'hui. Je vous ai parlé des enjeux climatiques aujourd'hui dans le monde. Donc les gens de plus en plus veulent profiter de cette expérience du Congo pour venir investir dans le cadre des plantations. Donc nous avons une grande joie de les voir venir et nous les invitons encore. Oui, permettez-moi de rester dans le domaine de la forêt et parler de la certification. Alors plusieurs mesures sont prises au niveau de l'Afrique centrale et particulièrement également au niveau du Congo dans le cadre du suivi de la traçabilité pour la bonne gestion forestière. Je parlerai notamment de l'APV FLEC également qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore délivré de certificat. Au-delà de cela également, il y a l'action des partenaires, de plusieurs partenaires internationaux également avec leurs exigences. Alors comment est-ce que vous réussissez à réguler justement tous ces approches en termes d'exigences dans le domaine de la traçabilité? Vous le savez bien, surtout en Afrique centrale, dans le cas de la COMUFAC, nous avons une harmonisation de nos politiques. Donc avec mes collègues ministres, nous regardons ce qui est bien pour notre secteur et dans le cadre de la souveraineté de nos pays. Donc ce n'est pas parce que des partenaires nous exigent que forcément on doit faire ce que les partenaires nous exigent. Mais nous voyons bien ce qui est important pour notre pays, ce qui est bénéfique pour notre pays. C'est pourquoi volontairement nous nous sommes engagés à aller vers l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne parce que c'est une volonté politique d'aller vers la gestion durable des écosystèmes, surtout des forêts de production. Donc c'était volontaire. Aujourd'hui, nous attendons donc les premiers certificats FLEC. Vous le savez qu'il y a eu une menace de l'arrêt des APV dans le monde. Et c'est grâce, je peux dire, on me l'a dit encore il y a quelques jours ici à Kigali, que c'est grâce au Congo que les APV FLEC peuvent rester parce que le Congo a démontré que les APV FLEC, l'APV FLEC, l'accord de partenariat signé avec l'Union européenne, nous a aidés fortement dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la gouvernance du secteur forestier, dans le cadre de la documentation de toutes les informations du secteur forestier dans une base de données installée au niveau du ministère des Finances. Donc, il y a des résultats concrets que nous avons, même si les certificats
FLET ne sont pas encore délivrés, mais sur le terrain, nous avons réellement des résultats qui font plaisir, des résultats de renforcement des capacités de nos directions départementales, les résultats je le disais, de la documentation donc d'une collecte de toutes les informations du secteur dans une base de données. Ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le Congo, parce que souvent on demande quel est l'apport du secteur à l'économie nationale. Je crois que regrouper ainsi les données du secteur peuvent répondre à cette question. Une question que l'on se pose toujours, Madame la Ministre, est-ce que le bassin du Congo a besoin de faire du reboisement? Mais oui. Oui, à quelle échelle? Car dans les discours, on reconnaît le faible taux de déforestation dans le bassin du Congo. Est-ce que la véritable problématique ne réside pas dans le cadre des plaidoyers pour une juste compensation dans le cadre de la préservation des forêts du bassin du Congo? Alors, vous le savez, ce que je vous disais, nos pays sont très volontaristes. Les pays d'Afrique centrale constituent la solution basée sur la nature pour les questions de lutte contre les changements climatiques. Nous le disons haut et fort dans tous les forats dans lesquels nous représentons notre sous-région. Et nous sommes réellement cette solution basée sur la nature parce que nous avons pu conserver nos forêts, comme vous le dites si bien, Monsieur Raoul, la République du Congo a 0,06% de déforestation. Mais vous le savez également que les compensations que nous avons demandées depuis Copenhague n'arrivent pas, la COP 15 n'arrive pas. Mais ce n'est pas pour autant que nos pays vont arrêter ces efforts. C'est pourquoi nous allons vers le reboisement, tout simplement parce que vous le savez, nos communautés, les ménages utilisent encore le bois comme source d'énergie domestique. C'est un des facteurs de déforestation dans nos pays. L'autre facteur de déforestation, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. Et donc nous devons proposer des alternatives à nos populations d'énergie, des alternatives. Et vous le savez bien que nos chefs d'État avaient même pris l'option de subventionner le gaz pour que les ménages puissent utiliser le gaz pour la cuisson de leurs aliments. Mais culturellement, vous le savez aussi, qu'il y a certains aliments dans nos cultures qu'on ne peut pas admettre faire cuire au gaz. Donc il y a encore ce blocage psychologique, culturel que nous avons, et donc nous devons proposer des alternatives à la conservation de ces écosystèmes forestiers, parce que c'est des tonnes et des tonnes de bois énergie qui approvisionnent les grandes villes de nos pays. Brazzaville est approvisionnée par le Poul, donc si vous allez dans le Poul, toute la zone du département du Poul subit la déforestation parce que c'est une source de revenus pour les communautés, il faut l'ajouter, parce que ce bois énergie est une source de revenus pour ces communautés-là. Alors si on arrête cette exploitation, il faut trouver des alternatives pour cette population. C'est pourquoi nous pensons que la solution proviendra des plantations. Et nous devons promouvoir les plantations. Le Congo a 69% de son territoire occupé par les forêts, mais nous avons également 11 millions d'hectares de savane que nous devons valoriser. Pas toute cette superficie de savane, puisqu'il y a l'agriculture, il y a d'autres utilités, mais au moins dans le cadre de ces 11 millions d'hectares, le Congo a décidé d'affecter 1 million pour le reboisement, et donc 1 million, ce n'est que 10% de cette superficie, et les autres, on a aussi besoin de cet écosystème savanicole qui doit exister, mais en même temps, nous avons aussi besoin des terres pour développer l'agriculture, et vous le savez que le Congo, jusqu'à aujourd'hui, n'a valorisé que 2% de ces terres arables en agriculture. Nous avons besoin du développement agricole, et c'est pourquoi aussi, dans le cadre des plantations forestières, nous avons ajouté des plantations agroforestières qui font de l'association de cultures, c'est-à-dire les arbres associés à des cultures vivrières comme le manioc, l'igname, la patate douce et les autres cultures que les populations utilisent. Donc voilà.
Restons dans la forêt et parlant de forêt également, on parle de conservation. Alors au Congo, quelles sont les priorités en matière de gestion des aires protégées et de politique de conservation? Oui, là aussi, le Congo a eu cette bonne volonté d'affecter, je le disais, des espaces à la conservation de la biodiversité. Notre premier parc national a été créé en 1935. Donc vous pouvez voir cette volonté qui date d'avant même les indépendances. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons dit à ce congrès ici, dont l'objectif était donc le premier congrès africain sur les aires protégées. L'objectif était d'interpeller les pouvoirs publics que nous sommes dans le financement de ces aires protégées parce que aujourd'hui nous les gérons dans le cadre des PPP, des partenariats publics-privés. Nous confions la gestion de ces aires protégées à des ONG internationales qui engrangent les financements des philanthropes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut renverser la pyramide, il faut renverser la tendance. Ce sont des territoires tellement importants de nos pays. Je veux vous dire, le plus grand parc national au Congo à 1,3 million hectares. Et de 1,3 million hectares, c'est tout un territoire entier. Alors si nous les confions à des partenaires étrangers, c'est bien beau, mais je crois que le Congo, pour sa souveraineté, a besoin d'être au devant de la gestion de ces écosystèmes. C'est pourquoi je parlais de changement de paradigme dont on a parlé ici à Kigali. C'est que les gouvernements s'engagent à financer la gestion des aires protégées dans nos pays. Dans nos pays et les partenaires au développement qui nous aident énormément. Et je profite de votre micro encore une fois pour les remercier. Nous ne les remercierons jamais assez parce que c'est grâce à ces partenaires, c'est grâce à ces partenariats que nous avons pu jusqu'aujourd'hui créer les 17 parcs nationaux, les 17 aires protégées, je voudrais dire, parce que là-dedans, il y a des réserves, il y a des sanctuaires. Les 17 aires protégées que nous avons au Congo, nous les avons créées avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers. Mais nous ne disons pas qu'ils doivent être absents, qu'on doit maintenant nous rester seuls. Non, ce que nous disons, c'est que les gouvernements et les pays doivent prendre leurs responsabilités dans le cadre du financement des aires protégées et les partenaires viendraient en appui de l'agence, des agences nationales. Et au niveau du Congo, c'est l'agence congolaise en charge de la faune et des aires protégées. Nous devons renforcer la capacité de cette agence et les partenaires viendraient pour nous aider à gérer et financièrement et techniquement ces espaces de grande valeur de biodiversité. Madame la ministre, autour de ces aires protégées, il n'est pas très souvent écarté de rencontrer les conflits entre ces communautés en raison de la réduction de leur espace de vie. Ceci également avait des interdictions d'accès dans les aires dites protégées qui étaient un cadre de vie auquel ils y avaient accès. Cela m'amène à poser la question, doit-on ériger tout un pays en aire protégée? Car les pays d'Afrique centrale se vantent maintenant d'avoir plus d'aires protégées et c'est devenu, on dirait, une compétition d'ériger de plus en plus des hectares d'habitation en aires protégées. Bon, mais c'est au niveau international, on nous demande 30% du territoire affecté à des aires protégées. Mais dans ces 30%, il y a donc les aires protégées au niveau continental, sur des terres. Et il y a aussi des aires protégées marines ou sur les espaces d'eau aquatiques. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est tous les territoires que nous allons affecter. Non, ce n'est pas cela. Je crois que nous avons besoin d'affecter ces espaces pour les générations actuelles et les générations futures.
Vous vous imaginez si l'éléphant de forêt arrivait à disparaître? Vous imaginez la catastrophe que ça ferait pour nos écosystèmes? Aujourd'hui, nous voyons bien que certaines espèces disparaissent de nos écosystèmes. Le lion aujourd'hui, il a été présent au Congo. Mais aujourd'hui, pour voir un lion au Congo, c'est casse-tête. On en parle, qu'on voit des traces, mais on n'a jamais vu physiquement un lion. Ça n'existe plus. Donc, il y a des espèces qui disparaissent. Et ça, nous devons veiller à cette durabilité, à la préservation de ces espèces, parce que sinon, demain, même nos enfants n'auront pas la possibilité de connaître, et on va en parler comme on parle des dinosaures qui existaient dans le temps et que nous n'avons pas vu. Alors, le deuxième volet de votre question, c'est la prise en compte des communautés locales. Bon, le Congo, la problématique au Congo, elle est un peu différente des autres pays où il y a la pression anthropique forte. Le Congo n'a que 5 millions d'habitants et beaucoup d'espace où 15 à 18 habitants au kilomètre carré. Donc le Congo a cette, je peux dire, c'est une chance d'un côté, hein, d'avoir une faible population. Mais ce que nous faisons, c'est la prise en compte, parce que je le disais dans l'une de mes présentations, qu'en fait, nos parcs, nos aires protégées, c'est pas comme ailleurs. En Afrique du Sud, vous allez voir, par exemple, un parc, c'est juste un enclos dans un espace donné au milieu de nulle part, et les gens viennent que voir les animaux. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, nos aires protégées sont dans des zones habitées. Il y a des communautés locales autour et à l'intérieur même. Il y a des communautés locales. Donc, de plus en plus, nous disons à nos partenaires, si hier, la notion de conservation voulait qu'on regarde uniquement la conservation de la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, aujourd'hui, avec le principe du développement durable, nous devons tout faire pour prendre en compte les 3 dimensions. C'est-à-dire, quand nous affectons un espace pour en faire une aire protégée, il faut que l'espace nous rapporte des revenus. Donc le développement de l'écotourisme et tout ce que vous voulez dans cet espace-là, il faut que ça soit concilié avec la prise en compte des communautés locales qui y vivent, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus pour ces communautés, et de l'autre côté, donc c'est la préservation des espèces oui, comme je disais, des espèces endémiques, de la flore ou de la faune. Mais il faut avouer qu'il y a des conflits maintenant. De plus en plus, à cause de la prolifération il y a deux raisons. La prolifération, c'est-à-dire que le résultat de la préservation a permis l'augmentation des populations, par exemple des éléphants. Nous voyons que de plus en plus dans les villages, on a l'incursion des éléphants qui viennent détruire les cultures. De l'autre côté, il y a le fait aussi, les scientifiques disent que à cause du changement climatique, la fructification des arbres fruitiers dans de forêts denses, devient très rare. Et donc les pachydermes n'ont plus leur aliment qu'ils trouvaient en forêt. Ils sont obligés de venir les chercher dans les zones de culture des communautés. Donc c'est un conflit qui fait mal pour nos communautés. Ouais. Madame la ministre, parlons toujours des communautés. Il y a une catégorie de communautés dans ces communautés appelées communément les autochtones, qui est au cœur de la problématique de la gouvernance des forêts et beaucoup prise en compte sur le domaine international. Et on sait que le Congo, sur le plan sous-régional, est également un des défenseurs de la promotion de ces communautés à travers le Forum des peuples autochtones FIPAC. Alors, quelle analyse vous faites aujourd'hui de cet impact des politiques autochtones, je ne dirais pas discriminatoires autour des communautés, mais qui de plus en plus prend de l'ampleur au niveau international? Alors, vous parlez de discrimination. Heureusement,
parce qu'on parle aussi de la discrimination positive. Je crois que là, il s'agit d'une discrimination positive, mais tous les peuples se ressemblent. Les peuples d'un pays, et même en Afrique, on dirait, aujourd'hui, vous trouverez des peuples du Cameroun qui sont les mêmes peuples au Congo, qui parlent la même langue, ainsi qui ont les mêmes cultures. Donc ce sont comment je dire, des limites de nos territoires qui ont été imposées par d'autres qui sont venus dans nos pays pour se partager les territoires lors de la colonisation. Mais sinon, les peuples sont les mêmes. Moi, je dis toujours que je suis autochtone dans mon village, je suis autochtone dans mon pays. Et donc, c'est la terminologie qui porte à confusion. Cette terminologie où les populations hier qu'on appelait les pygmées, il y en a plusieurs, hein. Il y a des Mbenzélé, il y a des Mbaka, donc ces pygmées, aujourd'hui on a dit non, il ne faut pas les appeler pygmées, il faut les appeler populations autochtones. Mais moi je suis population autochtone de ma région, de mon pays, je suis population autochtone. Et donc ça porte un peu à confusion, si bien que moi je préfère encore qu'on utilise la terminologie population locale. Communauté locale, population locale, parce qu'effectivement, c'est la population qui vit autour et à l'intérieur, soit des concessions, soit des aires protégées. Et puis, je voulais dire, la discrimination positive, c'est de dire que cette partie de notre population a une vie spécifique, différente peut-être des autres. Donc, il faut prendre réellement des dispositions légales qui concernent cette communauté qui a une vie particulière, qui a une vie différente, les prendre en compte dans leur dimension, dans leur spécificité, dans leur culture. Notre rôle, ce n'est pas de les acculturer, mais notre rôle, c'est de les accompagner pour bénéficier aussi de toutes les connaissances traditionnelles dont elles ont fait preuve depuis des millénaires, parce que ces populations ont préservé les écosystèmes forestiers sans qu'on vienne leur faire des leçons de la préservation des écosystèmes. Elles le faisaient naturellement. C'est des populations qui ne thésaurisent pas. Elles prennent que ce dont elles ont besoin. C'est nous, les intellectuels, qui avons emmené des machines dans les forêts pour abattre les arbres, mais les populations autochtones n'abattaient pas les arbres. Ils se servaient des produits de la forêt, la pêche, ils se servaient de la chasse, ils se servaient de la cueillette, et ils prenaient que ce dont ils avaient besoin.